tous. Ravi d'être parmi vous au niveau de l'université Mohamed V. Juste pour vous dire que je n'avais pas été informée que j'avais un mot à prononcer aujourd'hui, mais quand même, je vais essayer quelques petites réflexions avant de la présentation de M. Karraqi. Je suis aussi lauréate de l'université Mohamed V. Donc, sciences mathématiques. Et après, j'ai fait la topographie pour aller vers le domaine social, la femme et la question des droits de l'homme. Le sujet que vous abordez aujourd'hui, monsieur le vice-président de l'université Mohamed V, monsieur le vice-doyen de la faculté, monsieur le directeur du laboratoire d'études et de recherche, chers professeurs et universitaires et aussi experts avec nous aujourd'hui, chers doctorants et doctorantes, chers étudiantes et étudiants, bonjour et vraiment je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence, c'est très intéressante. On n'oublie pas aussi qu'on a des collègues connectés à distance, donc on organise la conférence en présentiel et à distance. Le sujet de la migration au Maroc, c'est un sujet qui est très important et un des sujets sur lesquels la délégation interministérielle aux droits de l'homme travaille. Comme vous le savez, au Maroc, nous avons la stratégie nationale de la migration et de l'asile et qui comporte beaucoup d'activités, beaucoup de mesures pour contrer ce problème et surtout rendre la migration une opportunité au lieu que ce soit un défi, que ce soit côté droits de l'homme. La question des droits de l'homme, elle est très présente aussi par rapport à nos engagements internationaux, notamment la Convention internationale sur les droits des migrants et de leurs familles. Et de par la mission de la délégation aux droits de l'homme, c'est vraiment l'instance nationale chargée de tout ce qui est reporting, implémentation et suivi des engagements du Maroc à l'international. Donc on coordonne au niveau du Maroc la contribution de tous les départements ministériels par rapport à la mise en œuvre de cette convention, mais aussi par rapport à toutes les activités en lien avec la question des droits de l'homme. Le Maroc, comme vous le savez aussi, n'est plus un pays de transit. Nous sommes passés d'un pays de transit de la migration vers l'Europe à un pays d'installation définitive. Il y a beaucoup de migrants, notamment subsahariens, qui décident d'aller vers le Maroc et s'installer au Maroc, vu les opportunités qu'on a en matière d'emploi, en matière de développement économique et d'autres opportunités qu'on a au Maroc. Du coup, le Maroc est appelé à changer notre ligne de tir et à changer notre manière de voir comment permettre à cette population de s'installer, sachant que le parcours de migration, vous le savez aussi, c'est un parcours très délicat et très dangereux pour certaines catégories de population, notamment pour les femmes et aussi pour les enfants et aussi surtout les enfants non accompagnés. Et ça, c'est un sujet aussi sur lequel on travaille au Maroc, comment protéger les droits de ces enfants non accompagnés, migrants, qui se trouvent du jour au lendemain dans un pays qu'ils ne connaissent même pas la langue, mais aussi qui sont à la tentation de passer vers l'Europe. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la question. La délégation interministérielle des droits de l'homme est honorée de participer avec vous à cette conférence. Je vous remercie aussi pour l'invitation adressée à monsieur le délégué et à moi-même. Des représentants de la délégation seront parmi vous tout au long de ces 2 journées et on est vraiment très attentifs aux résultats, à la discussion et surtout s'il y a des recommandations qui peuvent infléchir notre manière de faire, peut-être revoir la manière de gérer la question, la manière d'interpeller aussi le système des Nations Unies présent avec vous aussi. Donc je n'oublie pas de vous remercier, l'OIM et l'OIT. Et voilà, donc c'est une opportunité aussi pour nous, c'est pas sens unique, mais vraiment une opportunité pour nous à la délégation interministérielle aux droits de l'homme pour profiter des imminentes contributions et interventions des experts qui vont intervenir tout au long de ces 2 journées. Voilà, merci encore une fois pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup, madame. Et à travers vous, j'aimerais remercier la délégation interministérielle aux droits de l'homme qui a toujours répondu à nos appels et qui a toujours, bien sûr, accompagné nos actions, surtout au niveau des droits de l'homme, depuis toujours, depuis qu'elle a existé sur l'architecture institutionnelle du Maroc. Je vous remercie encore une 2e fois. Alors, on sait parfaitement bien que le phénomène migratoire, on ne peut pas l'approcher sans une approche
qui réalisent une certaine convergence. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'intervenants gouvernementaux avec nous pour approcher le phénomène migratoire, non pas du côté du militantisme, mais du côté, bien sûr, des politiques publiques et des actions et des stratégies. C'est la raison pour laquelle nous avons avec nous aussi aujourd'hui M. Ahmed Chteibat, représentant de l'Office français de l'intégration et d'immigration. À vous la parole. Tout d'abord, je vous remercie pour répondre à notre invitation. À vous, monsieur. Bonjour à tous. Moi aussi, je vais invoquer le fait que j'ai été amené à intervenir, à remplacer un collègue de l'ambassade de France, et donc j'interviens. J'en ai été informé très récemment, et donc je vais à la fois vous parler d'un certain nombre de sujets qui n'ont pas d'intérêt commun, mais en même temps, je vais vous dire que je vais improviser un petit peu, j'espère bien m'en sortir. Bon, je dirige donc la représentation de l'Office français de l'immigration au Maroc. Pour l'information de tous, l'Office français de l'immigration est un établissement public qui est présent au Maroc depuis 1962. Cet établissement, au départ, était sous la tutelle du ministère du Travail français, puis, avec le temps, il est passé vers d'autres ministères, il est passé par les affaires sociales, et aujourd'hui se trouve sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui, depuis maintenant quelques années, disons, chapeaute l'ensemble des dossiers relatifs à la gestion des migrations. Des dossiers qui étaient auparavant éparpillés entre plusieurs ministères, les affaires sociales, les affaires étrangères, etc. Alors, nous travaillons ici au Maroc. Notre travail, bien évidemment, a considérablement changé par rapport aux années 60, par rapport même aux années 80. Donc, je vais essayer pas de vous faire l'histoire, mais parler de ce que nous faisons ici au Maroc aujourd'hui, dans le Maroc d'aujourd'hui, par rapport à la société française d'aujourd'hui. Nous travaillons dans un contexte qui est marqué par une densité des relations humaines, économiques entre la France et le Maroc qui est inégalée. Le Maroc, il faut que vous sachiez, c'est que le Maroc, c'est le pays, les ressortissants marocains sont les premiers bénéficiaires de visas de court séjour comme des visas de long séjour au sein du continent africain, voire même au niveau mondial. Les ressortissants marocains bénéficiaires des visas entre 2019 et 2023 arrivent chaque année en deuxième position après les touristes chinois. Donc c'est pour vous dire l'état des mouvements humains entre la France et le Maroc. Donc nous travaillons dans ce contexte-là, marqué également par une communauté marocaine installée en France, qui est une communauté importante. Au départ, c'était une communauté de salariés. De plus en plus, au sein de cette communauté marocaine, on a des chefs d'entreprise, donc des employeurs, donc des acteurs aujourd'hui qui sont à l'origine d'un certain nombre de flux de migration légale entre la France et le Maroc. Je reviendrai dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en matière de migration légale? Depuis 2019, on a, en France, modernisé les procédures d'introduction des travailleurs salariés en les dématérialisant. Ce qui fait que la procédure administrative d'introduction de salariés, le délai d'instruction des demandes a considérablement baissé, et aujourd'hui, un employeur, quand il a besoin d'un salarié étranger, quand il fait la preuve qu'il n'a pas de candidat local, preuve donc qu'il n'est pas obligé d'exciper lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de métiers que nous considérons comme étant des métiers sous tension, eh bien chaque employeur peut demander à introduire un salarié étranger. Depuis 2019, on assiste donc à une augmentation considérable des demandes des employeurs, et donc une grande partie de ces demandes portent sur les ressortissants marocains. Tout simplement parce que les ressortissants marocains ou les salariés, les candidats marocains présentent une série d'avantages pour les employeurs français. Le premier avantage, c'est la francophonie. Le deuxième avantage, c'est disons que la familiarité qu'ont les employeurs français avec le système de formation, d'enseignement au Maroc. Troisième facteur, c'est que beaucoup d'employeurs connaissent le Maroc, soit pour y avoir vécu il y a très longtemps. C'est le cas, par exemple, de beaucoup d'exploitants agricoles. Ce sont des anciens du Maroc et qui continuent à faire vivre
cette relation au travers du travail agricole. Mais il y a de plus en plus de personnes qui connaissent le Maroc parce qu'ils y ont séjourné en tant que comme touristes. Et il y a aussi aujourd'hui une classe d'entrepreneurs marocains, pas simplement dans les secteurs des services, du commerce, etc., mais de plus en plus dans l'agriculture. C'est un phénomène très important, mais également aujourd'hui des entrepreneurs marocains dans les secteurs des télécommunications, de l'informatique, qui sont employeurs et qui, lorsqu'ils ont besoin de salariés, eh bien c'est plus facile, c'est moins coûteux de faire appel à un ressortissant marocain que d'aller chercher quelqu'un dans notre pays. Donc c'est cette densité qui explique le fait qu'aujourd'hui, nous recevons en moyenne, je vous donne juste les chiffres en moyenne, depuis 2024, en moyenne, 5000 autorisations délivrées à des employeurs français pour recruter des Marocains en CDI, en contrat à durée indéterminée. Et durant cette même période, 2019-2024, on a assisté à l'explosion quantitative du nombre d'ouvriers agricoles demandés par les agriculteurs français. Entre 2000 et 2019, le nombre de saisonniers agricoles marocains qui partaient en France, c'était un flux qui oscillait entre 6 000 à 8 000 personnes selon les années. Depuis 2019, on est sur des chiffres qui avoisinent les 17 000 personnes par an. Donc c'est considérable. Gérer les départs de 8 000 personnes par an, ce n'est pas du tout la même chose que de gérer les départs pour une durée déterminée de 16 000 à 17 000 personnes. Voilà. Pour cadrer ces flux, nous nous appuyons sur un cadre. Ce cadre, il est marqué par un certain nombre de conventions. La première convention bilatérale qu'on a, c'est la convention de gestion de la main-d'œuvre signée entre le Royaume du Maroc et la République française en 1962. Ce texte-là a été complété par d'autres textes gérant des points particuliers, l'accès au séjour, l'échange de jeunes professionnels. Donc on a un cadre qui est un cadre issu de textes de conventions bilatérales. Et on a aujourd'hui également un certain nombre de nouveaux enjeux en matière de gestion des migrations qui font que aujourd'hui, qui donne lieu aujourd'hui à un travail à une coopération entre les services français et marocains pour essayer de mieux gérer cette migration légale importante entre la France et le Maroc et qu'on voudrait sanctuariser, développer et aussi sécuriser. Je vous livre quelques exemples, quelques sujets de coopération actuelle et sur lesquels il y a des marges de progression entre les deux pays pour sécuriser, pour maintenir, développer et sécuriser aussi ces flux d'immigration. Pour ne pas trop d'exemples, je me limiterai au cas de l'agriculture. Le Maroc est le seul pays de l'Afrique du Nord à vocation ou à tradition agricole. La France est un grand pays agricole. Les exploitants agricoles français sont soumis à une rude concurrence, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou au niveau international. Ils ont besoin d'une main-d'œuvre familière de la chose agricole, d'une main-d'œuvre disponible et sûre. Il est impossible d'éviter la main-d'œuvre marocaine. Mais mais recruter de la main-d'œuvre marocaine, ça s'organise. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les choses ne sont pas du tout organisées. Et en l'occurrence, quand un employeur français ne connaît pas le Maroc, pour recruter des gens de la région de Meknès parce qu'il fait de la viticulture, ou des gens de l'Arrache parce qu'il fait du maraîchage, quand il ne connaît pas le Maroc, il passe par des intermédiaires, par quelqu'un qu'il connaît et qui lui demande d'intervenir pour lui trouver des candidats. Et donc cette intermédiation génère des problèmes dans la mesure où très souvent cette intermédiation qui a toujours existé dans la migration de travail, mais cette forme de cooptation était, disons dans les bons vieux temps, c'est une cooptation à visée solidaire, c'est-à-dire qu'une personne conseille à l'employeur de lui trouver, d'embaucher son frère, son cousin, enfin des gens de son réseau familial ou des gens de son réseau villageois. Aujourd'hui, ces formes de cooptation, on peut avoir avec la solidarité,
mais c'est trop souvent des réseaux de cooptation qui donnent lieu à une marchandisation des contrats, à une marchandisation de cette opportunité d'aller en France, et donc à des formes d'exploitation qui peuvent parfois relever de la traite d'êtres humains. Et un des enjeux pour nos deux pays, c'est d'organiser collectivement, d'organiser ensemble ce dispositif de travailleurs saisonniers pour qu'il soit fidèle à sa vocation première, qui est celle d'assurer aux exploitants français une main-d'œuvre faible sûre, parce que le problème de l'exploitant français, c'est l'indisponibilité des main-d'œuvre locales, et même quand il la trouve, il n'est pas évident de s'assurer de salariés du début jusqu'à la fin de la récolte. Et donc un agriculteur qui a investi pendant une année pour attendre une récolte, il a besoin de personnes pour 4 mois, des personnes sûres qui vont faire la récolte de A à Z. Et auprès des salariés marocains, lorsqu'ils sont issus de zones rurales et sont des gens familiers du travail agricole, ils trouvent cette main-d'œuvre. Et donc notre enjeu, c'est de comment organiser la sélection, la présélection, la sélection et l'identification des candidats en lien avec les autorités marocaines, de préférence des personnes, enfin pas simplement de préférence, pour que ce dispositif profite à des personnes issues du monde rural et des personnes aussi pour nous qui présentent des garanties de retour. Quand les relations d'intermédiation entre employeurs et candidats sont laissés au jeu libre des intermédiaires, on a des profils qui arrivent et qui ne sont pas nécessairement les profils qu'on attend. On a des personnes issues des banlieues urbains, des personnes qui ont d'autres stratégies de mobilité et qui vont utiliser ce dispositif-là pour passer en France, alors que, ils auraient pu utiliser un autre moyen parce que leur objectif n'est pas de s'inscrire dans une visée de travail saisonnier, mais de s'inscrire dans d'autres stratégies. Donc on a des enjeux d'organisation sur lesquels on travaille aujourd'hui avec l'administration marocaine. Et contrairement à il y a quelques années, aujourd'hui, au Maroc, on dispose d'une agence, on appelle l'ANAPEC, une agence qui est aujourd'hui une agence présente sur l'ensemble des territoires et avec un staff important et sur lesquels on travaille sur l'organisation de cette migration saisonnière. C'est un sujet important parce que le Covid a fait valoir nos vulnérabilités à nos côtés français et donc notre autonomie alimentaire, notre souveraineté alimentaire passe par la sécurisation d'un flux important de travailleurs temporaires. Et ce flux, aujourd'hui, on l'a ici au Maroc. Et donc, c'est un enjeu important que de sécuriser ce dispositif. Je laisse le travail saisonnier et je passe à d'autres catégories qui partent travailler en France. Donc, en dehors des 17 000 saisonniers, chaque année vont travailler en France environ 3 000 personnes recrutées sous CDI. Jusqu'à très récemment, 60% de ces personnes-là, c'était des ingénieurs de l'informatique. Alors, cette proportion est en train de décliner. Aujourd'hui, elle fait moins de 20%. Alors il faut savoir tout d'abord, c'est qu'en matière d'immigration légale, en fait, l'administration ne fait qu'enregistrer des accords entre agents privés. L'employeur français, gestionnaire d'une SDE, des sociétés de développement informatique, rencontre l'ingénieur sur des plateformes, sur le net, se mettent d'accord, se jaugent, se sélectionnent, etc. Et donc l'administration valide des accords d'introduction, mais sur la base d'un accord direct entre salariés et... Donc, en fait, c'est un point, très souvent on pense que l'administration est là derrière, et c'est elle qui régule, etc. Mais il faut relativiser ce pouvoir régulateur, et qu'en général, on ne vient que valider ex post des accords entre agents privés. C'est ce qui caractérise notamment le marché international des compétences qualifiées. Mais toujours est-il que cette part des informaticiens, elle baisse actuellement pour différentes raisons. Lorsque je suis arrivé au Maroc, un consultant junior commençait à Casablanca à raison de 8 milliards 800 euros. Quand il avait une autorisation de travail en France, pour un consultant junior, il démarrait à 2 000 euros 2002. Quand on fait les calculs, en général, son projet migratoire, il gagnait 1 000 euros. Donc il était très... Aujourd'hui, les salaires ont considérablement augmenté depuis
Depuis quelques années, les salaires ont augmenté. Et donc aujourd'hui, on a de moins en moins de consultants marocains qui veulent partir parce que les salaires ont augmenté. Très souvent, ce sont des jeunes. Et donc, ils démarrent leur activité professionnelle avec des salaires qui aujourd'hui passent à 13 000, 15 000, voire même plus. Et donc, ce sont des personnes qui ont moins envie de travailler. Il y a aussi un autre phénomène, la tradition des ingénieurs, c'est que le travail à domicile, la possibilité de travailler à distance est considérablement développée. Et il va de soi que dans ce type de métier, ce sont les métiers les plus ouverts à cette forme de travail. Et donc, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de consultants seniors refusent d'aller travailler, de s'installer, de venir travailler en France. Ils veulent bien travailler avec les entreprises françaises, sur le marché français, mais depuis Casablanca ou depuis Marrakech ou Tanger. Donc les choses changent. Il y a eu également comme facteur de changement une remise en cause des méthodes de travail au sein de l'industrie informatique marocaine. Très souvent, ce que nous disent les ingénieurs lorsqu'on les questionne pour savoir pourquoi vous voulez partir, très souvent, on avait des réponses du type on fait des développements au kilomètre, c'est-à-dire on fait des tâches répétitives et on ne voit pas ce qu'on fait, le résultat de ce qu'on fait. Et donc cette taylorisation en fait, du travail fait que le travail était moins intéressant pour des jeunes, pas plus 5, etc. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, l'industrie informatique s'est remise en cause et donc propose des tâches diversifiées et propose à ses ingénieurs de faire à la fois du développement, mais également de faire rencontrer avec les clients, pilotage des projets, etc. Donc une diversification des tâches, une amélioration des conditions de travail au sein de l'industrie fait que les gens préfèrent rester que de partir. Ça, c'est côté informatique. Aujourd'hui, les incertitudes économiques au Nord font que cette demande de travail, elle est stable, voire diminue. Ce qui explique un petit peu aussi la baisse des départs des ingénieurs. Mais par contre, il y a une demande qui augmente aujourd'hui en France, c'est la demande de techniciens intermédiaires. En gros, les entreprises industrielles, même lorsque la situation économique est stable, ont toujours besoin d'un certain nombre de profils qui sont très importants pour le fonctionnement de leurs unités de production. Et donc les techniciens intermédiaires, qui sont des techniciens de fonctionnement d'équipements industriels ou des techniciens de maintenance, surtout de maintenance, ce sont des éléments qui sont excessivement recherchés sur le marché international. Et au Maroc, et grâce aux atouts du Maroc, francophonie, un niveau de formation avec des standards de formation qui sont comparables à ce qu'on a en France, font que cette demande de techniciens en direction du Maroc augmente. Et aujourd'hui, le tiers de l'immigration légale vers la France est composé de techniciens de maintenance, de techniciens d'exploitation ou de maintenance. Alors un technicien, c'est un niveau bac plus 2, plus 3. Et c'est un domaine sur lequel on a une demande extrêmement importante et qui ira de plus en plus, eu égard aux contraintes que nous avons aujourd'hui en France, à trouver des profils comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur la migration légale. On a également des enjeux, et j'en finis, sur la migration illégale. Ce qu'on fait ici au Maroc, c'est, pour les personnes d'origine marocaine qui n'ont pas réussi à avoir un séjour régulier en France et qui décident de rentrer volontairement au Maroc, nous les aidons à se réinstaller ici au Maroc. On a pour cela un budget important qui nous permet d'aider tous ceux qui le souhaitent dès lors qu'ils décident de rentrer volontairement au Maroc, et nous travaillons avec eux sur des projets de réinstallation sur l'ensemble du territoire. Il y a également une piste sur laquelle que nous testons et qui pourrait être une piste permettant une vraie collaboration entre la France et le Maroc, la France, mais aussi l'Union européenne avec le Maroc. C'est ce que nous appelons, nous, la réintégration sud-sud. En gros, on a aujourd'hui beaucoup de ressortissants africains qui sont actuellement ici au Maroc et qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de solution d'installation et qui sont là à attendre un éventuel départ vers l'Europe qui ne viennent pas. Et des gens donc, qui restent ici depuis trop longtemps et qui, si on mobilisait des moyens
du Nord pour permettre à ces personnes-là d'être formées, d'être préparées à des retours aidés, dans leur pays d'origine, ça pourrait être une piste permettant à ces personnes-là de ne pas rester au Maroc sans rien faire et surtout de bénéficier de leur séjour au Maroc grâce à des formations qui pourraient être assurées ici au Maroc, par exemple marocain, en vue d'être d'un retour digne et d'un retour avec une aide dans leur pays. Je pense que c'est une piste. C'est une piste d'avenir parce que face à cette pression migratoire, on aura du mal à assurer le retour de ces ressources humaines africaines dans leur pays d'origine si on n'investit pas dans leur formation, de leur mise à niveau, si on ne les aide pas à se réinstaller dignement dans leur pays. Voilà une piste sur laquelle nous travaillons aujourd'hui avec les autorités marocaines. Voilà rapidement quelques éléments assez concrets, j'espère que je ne vais pas trop parler de chiffres, mais concrets sur ce que nous faisons en matière migratoire. C'est donc très loin, ce qu'on fait, c'est très loin des vicissitudes médiatiques mais on a des flux donc importants qui ont résisté aux crises politiques, aux crises médiatiques, parce que derrière ça, il y a des enjeux économiques qui sont des enjeux majeurs à la fois pour la partie française et la partie marocaine. Merci de votre écoute.